Religion du monde, Véronique Guémard. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que le néo-chamanisme ? Pourquoi ce qu'on appelle aussi les nouvelles spiritualités suscite-t-elle un engouement particulier dans les sociétés occidentales depuis une quarantaine d'années ? Certains se réfèrent à des pratiques spirituelles à visée thérapeutique en utilisant des croyances de populations autochtones comme le chamanisme de Mongolie ou amérindien pour répondre à un besoin de spiritualité, de sacré, de purification pour réenchanter son existence dans des sociétés de plus en plus sécularisées. Une recherche de bien-être personnel et une quête de sens. C'est le constat que fait Denise Lombardi, anthropologue italienne chargée de conférences à l'École pratique des hautes études à Paris, qui a publié en 2023 Le néo-chamanisme, une religion qui monte, avec un point d'interrogation, aux éditions du Cerf. Denise Lombardi a arpenté le territoire français pour comprendre cet engouement pour ces activités spirituelles à des fins de guérison et de bien-être, pour un dépassement de soi. Mais tout d'abord, nous revenons sur ce qu'on appelle le chamanisme. Denise Lombardi, et comment ces pratiques rituelles ancestrales se sont retrouvées à partir des années 1960-1980 dans les sociétés occidentales, en Europe ou aux États-Unis. Chaque société traditionnelle a son propre acteur qui a la faculté d'interagir avec un monde extraordinaire, au-delà de l'ordinaire. Un monde invisible. Un monde invisible. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a des cosmologies différentes qui sont pertinentes à chaque société, à chaque époque, avec des histoires précises. Et donc, le chaman, c'est celui qui a les capacités, la plupart des fois qui sont acquises pendant des années, ou sinon à travers un héritage familial, de voyager dans ces différents mondes. Chose que les êtres humains communs n'auront pas la possibilité de le faire. Et par exemple, dans les chamanismes amérindiens, les chamans peuvent voyager dans ces différents univers, différents mondes, voir par exemple les causes du malheur du patient et revenir dans les mondes des humains pour régler en effet la maladie ou les problèmes. Donc, il y a toute une cosmologie derrière ça qui se déploie et aussi une vision soit de l'homme, soit de la maladie. Et ce que, selon moi, est intéressant dans ce que j'appelle néo-chamanisme, je ne suis pas la seule, mais je pense que c'est important de garder ces préfixes néo pour faire un peu la différence entre chamanisme et néo-chamanisme, c'est que dans les néo-chamanismes contemporains, les gens ont la possibilité, plus ou moins, d'apprendre à devenir eux-mêmes chamans au cours d'un week-end. Là, j'exagère un peu, mais c'est ça qui est proposé. Justement, comment ces pratiques ancestrales que vous nous décriviez, Denise Lombardi, comment ces pratiques se sont-elles retrouvées dans les sociétés occidentales, à partir des années 60, surtout 80, dans ce que vous appelez le néo-chamanisme ou le chamanisme contemporain? C'est pendant la contre-culture américaine qu'il y a cette figure, Carlos Castaneda, qui est un anthropologue à la base, qui dit avoir rencontré un chaman, et lui, à son tour, devient d'une certaine manière un chaman, et il écrit plusieurs livres qui ont été parmi les livres les plus traduits dans le monde pour plusieurs décennies. Et c'est là qu'on commence à parler en effet des chamanismes plus ou moins à toutes les latitudes. Tandis qu'avant, chaque pays avait son propre expert rituel avec son nom propre. C'est à partir des années 60 que le chamanisme devient un peu les termes répandus pour définir les experts rituels. Et c'est faute cause grâce aux anthropologues qu'on diffuse ces termes, car d'un côté, il y a Carlos Castaneda, de l'autre côté, il y a Michael Lerner, qui est un anthropologue américain qui avait fait ses études sur les jivaros de l'Équateur, ce qui utilisait l'ayahuasca. L'ayahuasca, qui est une plante hallucinogène. Qui est une plante, exactement, qui est psychotrope, je préfère la définir, qui est assez à la mode. Et donc, c'est Michael Lerner, qui est un anthropologue, qu'il découvre ces pratiques en Équateur et il fonde la Foundation for Shamanic Studies, c'est-à-dire c'est une institution qui registre et qui codifie en effet qu'est-ce que c'est le chamanisme, qu'est-ce que c'est les battements du tambour, qu'est-ce que c'est les voyages chamaniques
à la rencontre de l'animal totémique. Donc, ce qu'on a qui a répandu un peu partout actuellement, c'est le chamanisme qui a été proposé en effet par un anthropologue plus ou moins pendant les années 60. Nous entendons ici des tambours qui sont utilisés dans ce qu'on appelle les voyages au tambour, des pratiques néo-chamaniques, aujourd'hui proposées dans des stages, par exemple en France. Mais ces tambours, en Asie centrale et du Nord, sont utilisés dans les sociétés traditionnelles comme des instruments intermédiaires entre le monde visible et le monde invisible par les chamans, des intercesseurs. Laetitia Merli est docteure en anthropologie, spécialiste du chamanisme en Mongolie et en République de Touva en Sibérie. Elle a passé de nombreuses années sur le terrain et elle explique en quoi consiste le chamanisme dans ces régions et à quoi ressemblent les rituels. Oui, alors en Mongolie, le chamanisme est quand même particulier. On a affaire à une transe d'incorporation. C'est un esprit ancêtre qui vient s'installer dans le corps du chaman. Et à partir de là, le chaman peut partager des messages, transmettre les messages de l'ancêtre. Et en même temps, au niveau énergétique et transmission de guérison, il va aussi pouvoir œuvrer sur les gens qui sont là dans le rituel. Alors en principe, on parle de chamanisme que dans ces régions nord-asiatiques, Mongolie, Sibérie, puisque c'est de là que vient le nom. Mais après, ça s'est étendu à toutes les autres régions, puisqu'on pense que c'est quand même une des formes les plus anciennes de spiritualité. On va retrouver ça sur tous les continents, sous des formes différentes, avec des noms différents, bien sûr. Mais il y a toujours un même fil conducteur. C'est cette communication avec l'invisible, la conviction que la nature est vivante et multidimensionnelle, et que l'être humain peut entrer en relation avec les esprits qui habitent ces différentes dimensions, que ce soit des animaux, des ancêtres, des arbres, des montagnes, voilà. Donc c'est vraiment un système relationnel, au centre duquel le chaman agit comme un intermédiaire entre les différents mondes aux dimensions spirituelles. Et il y a une utilisation particulière des tambours. Racontez-nous. Alors en Mongolie, l'induction se fait au tambour. C'est-à-dire, quand on parle d'induction, c'est-à-dire c'est l'outil qui permet l'entrée dans la transe. Donc dans d'autres traditions, il peut y avoir des chants, il peut y avoir des plantes entéogènes, etc. Là en Mongolie, c'est vraiment le costume, le tambour. Et donc en effet, quand le chaman commence un rituel, il met d'abord son costume. Ça fait partie intégrante du rituel et commence à jouer du tambour. Et donc, c'est ce tambour-là qui va induire la transe, qui va appeler les esprits et qui va, comme on dit en Mongolie, servir de véhicule. Ce tambour devient un moyen de transport pour que pendant que l'esprit ancêtre vient incorporer le corps du chaman, celui-ci, en même temps, de façon simultanée, va voyager dans d'autres dimensions, peut avoir des visions, rencontrer d'autres animaux, qui sont conçus comme des messages que lui transmet son ancêtre. On parle là donc du chamanisme en Sibérie, en Mongolie, donc Asie du Nord. Mais il y a aussi, on parle aussi d'un chamanisme amérindien. Alors dans tous les chamanismes, finalement, il y a ce rôle du chaman qui est un intermédiaire. Donc chez les Amérindiens, on va parler d'homme médecine, de femme médecine. On n'utilise pas du tout le mot chamanisme. On va parler d'une voie spirituelle qui là reprend les mêmes principes. C'est pour ça qu'on dit que c'est assez universel finalement, cette conception du monde, de penser qu'il y a des esprits, ou en tout cas qu'il y a des dimensions invisibles, et que ces dimensions invisibles sont peuplées d'entités spirituelles. Donc on va retrouver ça aussi chez les Amérindiens, avec toutes sortes de rituels différents, notamment la hutte de sudation. C'est ce qu'on connaît le mieux en France, c'est ce qui s'est le plus exporté. Et donc, on a aussi toute cette tradition qui nous vient des Amérindiens. En quoi ça consiste, cette hutte de sudation ? Alors, la hutte de sudation, c'est vraiment une hutte de branchage. C'est comme un igloo en bois lié avec des petites ficelles ou des rubans sur laquelle on va mettre des couvertures. Alors, on fait un feu en extérieur pour chauffer des pierres et on fait entrer dans la hutte des pierres incandescentes qui vont chauffer tout l'intérieur de cette hutte et on va avoir un système un peu de sauna ou de hammam avec la vapeur de l'eau qu'on va verser sur les pierres et qui se diffuse dans la hutte. Donc c'est un système de transpiration, c'est pour ça qu'on appelle ça une sweat lodge. Ça s'appelle une hutte de transpiration, et de quel sudation. Quel est l'effet qu'on recherche ? Alors il y a un grand effet
de nettoyage, de purification, déjà corporelle et physiologique. Et après, c'est aussi un dépassement de soi. C'est-à-dire que dans tous ces systèmes initiatiques ou d'expérience directe, c'est vraiment ça le chamanisme, c'est vivre une spiritualité qui ne passe pas par des dogmes ou par une hiérarchie, mais qui se vit par des rituels et des cérémonies dans lesquelles on a accès directement à l'expérience vécue pour soi. Pour une sorte de renaissance. Dans une hutte, on va, absolument. On va transpirer, on va dépasser son appréhension de la chaleur, on va prendre sur soi pour résister. Et donc, quand on ressort, on parle de renaissance. On ressort de cette hutte comme si cette hutte était l'utérus de la terre-mère. On est en contact direct avec la terre. Laetitia Merli commence à nous en parler. Ces pratiques comme la hutte de sudation sont arrivées dans les sociétés occidentales. Elle-même est anthropologue, mais aussi psychothérapeute. Elle a décidé de passer de l'autre côté, d'utiliser les techniques qu'elle avait étudiées et apprises chez les chamans mongols ou auprès d'hommes médecines amérindiens pour traiter des traumatismes, des phobies, des états dépressifs. Éric Marchal, lui, fait ce qu'on appelle de l'accompagnement psychologique et spirituel depuis plus de 30 ans. Il explique pourquoi il préfère parler de chamanisme contemporain plutôt que de néo-chamanisme et ce que viennent chercher les personnes qui sollicitent ses formations et son accompagnement. Ce néo-chamanisme, pour moi, il a un côté New Age. J'ai eu la joie de redécouvrir en Occident que ces pratiques n'étaient pas que folkloriques, mais en voulant bien faire dans un certain syncrétisme, des fois, il y a sûrement des gens très bien, mais des fois, c'est devenu un peu, un syncrétisme, un plus petit dénominateur commun, un mélange. Et j'ai l'impression que dans ce que nous, on appelle le chamanisme contemporain, en ajoutant les neurosciences, on évite certains écueils et certains biais. En ajoutant la psychologie jungienne, en ajoutant des choses comme ça. Et que viennent vous demander les personnes qui vous sollicitent ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles viennent vers vous vraiment en demande de soins alternatifs, de soins, on peut parler de médecine douce ? Si on parle de médecine douce, il faut qu'on fasse c'est pas un disclaimer, mais une précision sur le mot médecine. C'est un mot qui est souvent utilisé en chamanisme, mais il n'a pas le même sens. Comme tout est relié, ce qui va être médecine est quelque chose de très vaste, qui va contribuer à favoriser l'harmonie au sein du vivant, aussi bien pour la personne que pour son entourage humain, non humain. Donc là, c'est dans ce cadre-là que le mot médecine chamanique peut être utilisé. Donc c'est une des demandes, la demande de soins chamaniques, mais il y a une autre grande demande qui est une demande de recherche de sens. On est dans un monde consumériste, on est dans un monde où on peut avoir de l'éco-anxiété, il y a plein d'occasions de perdre du sens, notamment parce qu'un certain nombre de religions soit sont devenues dogmatiques, soit sont devenues des lieux de pouvoir aussi, alors que là, il peut y avoir une relation directe au sacré, au vivant, à la transcendance. Le chaman est un intermédiaire, mais qui permet aux personnes de faire eux-mêmes leurs expériences de sens ou quelque chose de sacré. Moi, j'aime réutiliser ce mot de hiérophante. Je me reconnais assez dans le mot hiérophante, emprunté à certains mystiques chrétiens, qui montrent le chemin vers le sacré. Mais comme un guide de montagne, on accompagne les personnes pour qu'elles aient elles-mêmes l'expérience. C'est pas simplement lire l'expérience des gens qui nous ont précédés et être dans la croyance ou la foi de cette possibilité. C'est vraiment expérimenter ensemble cette chose-là. On voit comment s'opère ce glissement des pratiques ancestrales du chamanisme vers une utilisation dans les sociétés occidentales, une situation qui, selon Denise Lombardi, est aussi le fruit de la mondialisation. Ces pratiques spirituelles ont aussi des visées thérapeutiques, en utilisant ces croyances indigènes pour une recherche personnelle. Mais comment expliquer cet engouement en Occident pour ce qu'on appelle le néo-chamanisme, Denise Lombardi ? C'est pas que le chamanisme, c'est aussi des autres systèmes de pensée, comme ça pourrait être l'hindouisme, la kabbale, le bouddhisme. Il y a une sorte de fétichisation. Il y a toujours cette recherche des formes des sources antiques des vérités qui auraient, d'une manière ou d'une autre, survécu aux vicissitudes de l'histoire et qui ont pu ressurgir à un moment ou l'autre de la modernité, quand on voit bien des enchantements et les crises après la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, il y a toujours cette fascination pour une altérité, et c'est toujours une altérité, selon moi, ou dans l'espace ou dans le temps. C'est-à-dire, où c'est quelqu'un qu'il faut aller les récupérer, les chercher au fin fond de l'Amazonie, ou c'est quelqu'un, je sais pas, les Celtes, quelqu'un qu'il faut aller récupérer au fond de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est dans une société en Occident, on va dire, en recherche de spiritualité, pour réenchanter son existence, soigner son âme. On voit bien que les religions, au moins dans l'Occident, parce que c'est pas du tout la même chose si on regarde les pays du sud du monde, si on regarde les pays arabes ou dans l'est d'Europe, mais on voit bien que la religion n'est plus en dépit de notre société, apparemment. Mais les désirs, la nécessité du sacré, ça reste. Et donc, on voit bien qu'il y a toujours cette recherche du sacré sous des différentes formes. Et ce que j'ai pu observer, c'est que si pour les anthropologues, ça pose vraiment problème les termes chaman et chamanisme, on est toujours un peu obsédé pour cette recherche de ce que c'est du vrai chamanisme ou du faux chamanisme. Pour les publics occidentaux, en tant que consommateurs, eux, ils ne sont pas intéressés à la pureté des pratiques proposées. C'est plutôt l'efficacité éventuelle des pratiques et leur intégration dans leur vie quotidienne qui pourrait les intéresser. Quel type de pratique alors, par exemple ? Dans un séminaire de 48 heures, on apprend à connaître son propre animal totem. Et on le fait à travers un voyage. Ça se déroule ou à l'intérieur de son propre corps. C'est un voyage, bien sûr, imaginaire. Ou si on reparcourt un endroit qu'on a connu, je sais pas, on rentre dans une cascade au son du tambour. Et une fois rencontré cet animal totémique, et ça doit être une rencontre, selon les chamans, vraiment physique, on peut après le récupérer dans des autres instants de notre vie pour qu'il puisse nous aider d'une certaine manière à résoudre des questions. C'est-à-dire ça devient un peu une sorte de guide, comme une guide spirituelle. Mais pourquoi l'animal ? Parce qu'en effet, dans la société occidentale, les animaux ont toujours fait partie de notre imaginaire. On est beaucoup plus proche à toute une série d'animaux, peu importe lesquels, sauf les animaux des compagnies. Là, ils ne sont jamais cités comme animaux totémiques. C'est rarement qu'on a les chiens ou le chat, mais on a toujours les tigres, les loups, l'ours, des animaux qui représentent certaines qualités qui sont réputées être importantes dans notre société. Et les gens peuvent se référer par exemple à ça. Ou encore, on parle de la sauge blanche. C'est jamais de la vraie sauge, ce qu'on retrouve dans les magasins, qui sert pour les purifications. Donc, les gens peuvent acheter, j'oserais dire, des petits morceaux de chamanisme dans des boutiques, dans des librairies, ça peu importe, et pouvoir chamaniser chez eux d'une manière autonome, sans l'intermédiaire. C'est-à-dire, chacun devient un peu son propre chaman à soi. Vrai ou faux chamanisme, là n'est pas la question, nous dit Denise Lombardi. L'important est son efficacité et ce qu'on en tire au niveau personnel. Denise Lombardi faisait allusion au chamanisme celtique. Eh bien, direction l'Irlande, où nous emmène notre correspondante Clémence Pénard. Longtemps terre catholique, l'Irlande voit sa foi vaciller, ébranlés par les scandales d'abus sexuels à répétition. Les Irlandais tournent le dos à l'Église pour embrasser une autre forme de spiritualité, le chamanisme, plus ancestrale et connectée à la nature et au cosmos. Écoutez ce reportage donc en Irlande de Clémence Pénard lors d'un rituel en plein air. Grandmother Moon. To the Star Nations. Un dimanche soir baigné par la pleine lune sur la plage de Killiney à 1 heure au sud de Dublin, un feu crépite, la sauge embaume l'air et plus d'une centaine de personnes prennent place en silence pour un rituel de guérison entre ciel et mer. Nous nous relions à la Terre en harmonie avec la Lune qui se lève sous l'énergie du Scorpion. Nous invoquons alors nos guides spirituels et nos animaux totems. Et lorsque nous nous rassemblons en communauté, cela amplifie le pouvoir que nous avons en chacun de nous. Christine Higgins est chamane. C'est juste après le Covid qu'elle a commencé à organiser ces cercles de guérison spirituelle gratuits et ouverts à tous. Au programme de la soirée, une méditation guidée portée par le battement hypnotique des tambours. We're gonna go on a journey.
Nous allons entreprendre un voyage vers l'île de nos ancêtres. Nous allons laisser les tambours nous y conduire comme un cheval au galop. Suivie par plus de 18 000 abonnés sur Instagram, Christine fait la promotion de ses cercles de pleine lune sur les réseaux sociaux. Et elle est loin d'être la seule. Une simple recherche en ligne suffit pour faire apparaître une centaine de chamans en activité en Irlande. Il y a des milliers d'années, c'est ainsi que nous vivions. Nous étions connectés à la terre-mère, nous vénérions le soleil. Et en Irlande en particulier, nous étions très liés à la vie païenne. Beaucoup d'entre nous suivaient les rythmes de la nature. Nous avons encore un riche folklore. Nous avions des druides, nous étions profondément liés au côté mystique de l'Irlande. Ainsi, le chamanisme, tradition de sagesse fondée sur la nature, est aujourd'hui perçu comme une renaissance de ces anciens rituels. Avec l'arrivée du catholicisme en Irlande, un effort concerté a été déployé pour éradiquer ces pratiques considérées comme primitives. Lisha Redmond McGrath, guérisseuse chamanique celtique. Mais le monde a évolué. Nous observons, en Irlande notamment, un déclin marqué de la fréquentation des églises et de la foi catholique. C'est, je pense, l'une des raisons pour lesquelles le chamanisme refait surface aujourd'hui. Les gens restent en quête de sens, d'une vie authentique, de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et je crois que le chamanisme répond à cet appel. Et Lisha, également psychologue et coach auprès de dirigeants de grandes entreprises de Dublin, insiste, être chaman ne signifie pas forcément vivre reclus dans la montagne. Quand les gens apprennent que je suis chaman, parfois ils s'imaginent que je vais débarquer avec des plumes. Tu vois le tableau. Mais pas du tout. En réalité, beaucoup de mes clients viennent du monde de l'entreprise. Au début, ils me le demandent presque en chuchotant. Est-ce qu'on pourrait faire un peu de travail chamanique ? Dès qu'ils voient que je ne suis pas une illuminée perchée, tout change. Et parmi les adeptes du chamanisme, les femmes seraient largement majoritaires. Certaines se revendiquent comme des sorcières modernes, d'autres évoquent l'éveil d'une féminité divine. C'est le cas de Vanessa, brésilienne et habituée de ce type de cérémonie. Tellement de femmes se reconnectent à leur propre pouvoir. C'est vraiment génial de les voir toutes ensemble et j'adore cette sororité. J'ai même appris qu'en chamanisme, les menstruations et la maternité sont considérées comme sacrées. C'est un changement rafraîchissant par rapport au tabou qui entoure souvent le corps des femmes dans notre société. C'est une perspective vraiment belle. Aujourd'hui, le business du chamanisme en Irlande est en plein essor. Certaines retraites peuvent atteindre les 4 000 €. Retour sur la plage de Galets de Killiney où les tambours ont cédé la place à la musique et où les plus audacieux s'offrent un dernier rituel, un plongeon rafraîchissant dans la mer, peut-être pour revenir à leurs esprits. Laetitia Merli, votre réaction à ce reportage ? C'est que les Irlandais se tournent vers le chamanisme parce que ça leur offre une spiritualité directe reliée à la nature, mais qui vient quand même résonner avec leur héritage celte. Donc là, encore une fois, on parle de chamanisme, mais voilà, c'est un peu un mot fourre-tout, on va dire. Et que là, clairement, c'est enraciné dans leur tradition, une tradition celtique. Et ça peut être perçu comme une manière de retrouver des racines spirituelles anciennes, tout en se libérant d'un catholicisme assez fragilisé. Mais en tout cas, ce néo-celtisme, comme le néo-chamanisme, permet de retrouver une éco-spiritualité. Vous voyez, cette sensation de faire partie d'un tout qui est vivant et connecté, en lien avec les éléments, les cycles naturels. Et dans le celtisme, on a aussi ce retour des grandes célébrations. Les grandes fêtes celtiques, qui sont en lien avec les saisons, les phases de la lune. Donc on a ça en France aussi, on a ça en France avec une forte tradition celtique. Il y a des druides et tout ça, mais il y a un celtisme aussi hors druidisme. On va retrouver ça en Suisse aussi. Donc c'est tout à fait intéressant. Ça reprend un peu cette idée d'éco-spiritualité aussi. Il y a ce besoin de reconnexion avec la nature, avec les cycles naturels, les cycles de la lune, etc. Et vous, Éric Marchal, que vous inspire ce reportage en Irlande ? Pour moi, il montre un appel. Ces personnes réunies du monde sur Instagram, réunies du monde dans des cérémonies avec 100 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, qu'il y a un appel, un besoin d'être ensemble pour faire autre chose que consommer, qui est de l'ordre de la communion au groupe, qui est de l'ordre de la communion avec la nature, qui est de l'ordre de la communion avec la vie. Tout ça est super. Le peu que j'ai entendu, je crois qu'au final, ça ressemblait à une méditation guidée.
On est effectivement dans une pratique facile, ouverte à tous, ce qui est encore chamanique, où il y a des tambours, tout ça, pourquoi pas. Dans l'interview, il y a une deuxième personne qui, elle, est aussi psychologue. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Avoir les deux portes d'entrée, je trouve ça très intéressant. Pour ne pas être juste dans copier des choses que l'on pense avoir existé il y a quelques centaines ou milliers d'années. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il s'agit de continuer à évoluer. Donc, de prendre le meilleur de chaque endroit et de prendre ce qui est efficient. Donc, on ne parle pas de religion, on parle plus de spiritualité. La religion qui pourrait aller avec le chamanisme, ça serait l'animisme, au sens, comme il s'appelle, d'Escola, je crois, l'ethnologue, où il caractérise 4 niveaux, animisme, totémisme. Et nous, en Occident, on serait plus dans ce qu'il appelle le naturalisme, où on fait une différence entre d'un côté, il y a la nature, de l'autre côté, il y a les humains, comme si on était séparés. La vision animiste, c'est de dire, très proche d'une vision peut-être grecque, avec le monde des esprits, le monde des images, c'est dans chaque chose, chaque être, il y a comme premier principe cette âme, cette vivance, cet être profond, ce soi, dirait Jung. Et qu'on soit animal, végétal, et ensuite, ça prend des formes dans la matière différentes. Mais il y a ce point commun. Et c'est là qu'on peut se retrouver. Et quand on a des expériences dans des états modifiés de conscience et qu'on rencontre l'âme d'une plante ou l'âme d'un ancêtre, en psychologie, en généalogie, transpersonnelle ou des choses comme ça, c'est assez puissant, ces rencontres. Éric Marchal évoquait la dimension psychologique dans le néo-chamanisme. C'est aussi ce qu'explore Laetitia Merli avec des pratiques thérapeutiques inspirées des enseignements des chamans de Mongolie, par exemple, avec ce qu'elle appelle le voyage au tambour. Ces traditions chamaniques, elles ont quand même été étudiées aujourd'hui. On a des recherches scientifiques aussi là-dessus. On sait que quand le chaman passe en tambour, c'est entre 4 et 7 battements par seconde. Ça va induire une fréquence. Ces pulsations, elles vont venir aussi synchroniser l'activité cérébrale. Donc tout ça est très bien étudié. Voilà, on sait que le tambour, ce que nous on va appeler le voyage au tambour, c'est-à-dire que jouer du tambour comme ça à un rythme régulier, va permettre d'influencer le cerveau, voilà, et de le mettre dans ce qu'on appelle les ondes de θ. Et ces ondes cérébrales θ sont les mêmes que l'on retrouve dans les rêves ou l'hypnose. Donc c'est pas comme si on redécouvrait des choses mystiques. C'est que déjà en psychothérapie, en thérapie alternative, en développement personnel, on peut utiliser ces outils-là qui fonctionnent très bien parce que déjà scientifiquement on les a analysés. Voilà, donc on a plein de choses là-dessus. On sait très bien analyser cette sensation d'expansion. Voilà, on a des études quand même sur le cerveau qui montrent qu'on peut détourner, on peut mettre en retrait ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, qui va nous permettre de se connecter à une expansion de soi, à un monde plus grand, puisque justement on met en retrait toute la représentation que l'on a de soi, les ruminations, le bavardage intérieur. Donc bien sûr qu'on peut utiliser ça parce qu'on a de bonnes bases scientifiques là-dessus et que le voyage au tambour va permettre vraiment cette activation des ondes de θ et va favoriser une certaine plasticité cérébrale. C'est ça qu'on recherche pour créer de nouvelles connexions, sortir des schémas figés, avoir des visions, des contacts spirituels, etc. C'est-à-dire que les personnes qui viennent vous voir pour se mettre dans ces états-là, qu'est-ce qu'elles recherchent ? Elles viennent avec quelle demande ? Alors, il peut y avoir toutes sortes de demandes, puisque justement, en psychothérapie, on peut travailler sur des traumatismes, sur l'estime de soi, sur la reconnexion à soi. Ce que les traditions chamaniques vont voir dans le voyage au tambour de dialogue avec les entités, les esprits, etc., ou les forces de la nature, pour nous aujourd'hui, on va en faire une pratique thérapeutique parce qu'on sait que ça va aider à libérer les émotions, à dépasser les traumatismes, ouvrir à de nouvelles ressources, etc. Donc il y a une vraie reconnexion à ces pratiques parce que on va reconnecter la personne à elle-même, à un monde plus grand. Vous savez, dans le chamanisme, il y a cette idée quand même que la nature est vivante, qu'on n'est pas seul sur Terre, qu'il y a un monde invisible, tangible, etc. Donc ça agrandit notre perception du monde et de soi. Donc déjà, de travailler à cette reconnexion, on va favoriser un véritable rééquilibrage. Donc on parle aussi de spiritualité. Ce n'est pas uniquement de la pratique pour un bien-être. On est aussi dans une dimension spirituelle. Complètement. On ouvre à une dimension spirituelle.
On est dans un monde un peu déconnecté. Les gens n'ont pas de repères religieux ou pas d'éducation religieuse, etc. C'est notre société d'aujourd'hui. Donc les gens peuvent se sentir en manque de repères. Donc c'est vrai que le chamanisme a trouvé sa place finalement en France, parce qu'il répond à tous ces besoins contemporains. Donc retrouver une spiritualité vivante, au-delà des religions, justement. Se reconnecter à la nature, retrouver des outils thérapeutiques. Et bien sûr, s'ouvrir à une spiritualité qui n'est pas, comme j'ai déjà dit, dogmatique, hiérarchisée. On sort des grandes religions pour aller vers une spiritualité du quotidien, finalement, qui peut devenir très personnelle, très gratifiante, parce que c'est avec la respiration holotropique, avec des voyages au tambour, avec certaines pratiques, on peut avoir des effets quand même très apaisants, d'ouverture à un autre monde. On parle d'un monde plus grand. De considérer que oui, en effet, il peut y avoir des entités, des ancêtres, des animaux alliés, etc. Donc on remet un peu de magie dans la vie, finalement. C'est ça l'idée. C'est quelles que soient les croyances. On n'est pas obligé d'y croire à 100% non plus, parce que finalement, il n'y a pas de preuve. Mais ça peut être très ludique. Ça peut être très, se reconnecter à l'enfant qu'on était, se reconnecter à la nature. Donc il y a plein de nouvelles aspirations comme ça, qui partent de différents besoins. Car finalement, dans les sociétés occidentales, on fait appel à ces pratiques néo-chamaniques plutôt dans des périodes difficiles, nous dit l'anthropologue Denise Lombardi. Souvent, les gens font appel au chamanisme dans ce que j'appelle les moments charnières de leur vie, c'est-à-dire après un deuil, après une rupture, après la perte du travail ou d'un être aimé. Donc, dans des moments de difficulté, pendant lesquels les gens sont beaucoup plus fragiles, eux, qu'ils pensent que la thérapie conventionnelle n'est pas assez efficace, n'est pas assez vite, alors ils commencent à se tourner vers d'autres choses. Mais si on regarde de près des parcours, des chemins, des gens qui vont voir ce type de pratiques-là, c'est des gens qui ont derrière toute une histoire, souvent une histoire thérapeutique. C'est déjà des années en psychothérapie ou en psychanalyse, c'est surtout de la psychothérapie. Ils estiment que ça ne marche pas et donc ils commencent à regarder ailleurs. Mais en effet, c'est aussi une cumulation, c'est-à-dire dès qu'on passe des années en psychothérapie, peut-être, c'est vrai que ça suffit, les séminaires avec les chamans qui fait déclencher, fait décliquer, mais derrière, il y a peut-être 5 ans de psychothérapie ordinaire. Éric Marchal explique pourquoi des personnes s'adressent à lui et ce qu'elles viennent chercher dans ces pratiques néo-chamaniques. Souvent, j'aime commencer par des pratiques collectives, notamment par exemple comme la hutte de sudation ou certaines cérémonies que moi j'ai appelées wild cérémonies au sens sauvage, mais le sens sauvage étant un sens de libre, sauvage et pur, de retourner un contact avec la nature en dehors de rituels qui pourraient être folkloriques ou dogmatisés, pour que la personne ait une expérience d'état modifié de conscience, comme dans la hutte de sudation, comme avec les tambours, comme avec la trance-danse. Il y a d'autres pratiques comme ça, on pourra peut-être en parler. Certaines plantes, en France c'est interdit, mais il y a des possibilités comme ça. Et à chaque fois, l'idée, c'est que si la personne change son état de conscience, elle va avoir une perception du monde et de son interaction avec le monde complètement différemment. C'est un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme change la façon dont on vit la vie, quoi. Personne peut être dépressive au départ, ou en burn-out, ou surchargée, éco-anxieuse, c'est des questions qui viennent de plus en plus. Et bien, d'un seul coup, avec une pratique comme ça, elle va retrouver sa place au sein de quelque chose de plus vaste. Moi, j'étais éducateur. Avant, j'ai aidé des gens à retrouver leur place dans la société, à se réinsérer. Une voie spirituelle va aider à retrouver une place humblement dans l'univers, dans le monde, dans la vie, sa place de vivant, au cœur du vivant, en relation avec les autres humains différemment, en relation avec la nature, avec les animaux, et avec des forces qui nous dépassent, qu'on va appeler, en chamanisme, on va appeler ça des esprits, mais ailleurs, c'est les archétypes, l'inconscient collectif, les forces de la nature, les éléments, de vivre connecté avec tout cela. Alors ça donne une autre façon de vivre. Dans les sociétés occidentales, en France par exemple, Laetitia Merli estime pouvoir apporter des réponses à la charnière entre la psychothérapie et le néo-chamanisme. Hors phénomène de mode, hors marketing de tout ce chamanisme-là, il y a quand même des gens qui vivent des expériences spirituelles très fortes, sans cadre, sans explication. Et dans notre culture, on a tendance à pathologiser ces vécus. Alors que dans d'autres traditions, bien sûr, ça va être reconnu comme des passages initiatiques, des expériences plutôt valorisantes. Donc le chamanisme, il va offrir quand même cet espace d'accueil et de sens pour ces phénomènes.
Donc moi, c'est là que je me situe comme psychothérapeute transpersonnelle, où je vais pouvoir proposer un cadre sécurisant, où ces expériences ne sont pas jugées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en discuter et voir même les transformer en ressources et en guérison d'évolution. Parce que souvent, les gens n'ont personne avec qui pouvoir discuter de ces expériences-là. Donc, dans la thérapie, on peut proposer aussi cet espace quand on a un peu cette étiquette transpersonnelle, spirituelle. Mais comment faire la part des choses pour les personnes effectivement qui recherchent cela, puisqu'il y a aussi des dérives sectaires possibles, une multiplicité des offres qui fait que... et puis, il n'y a pas vraiment de formation, donc il n'y a pas de régulateur non plus. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Oui. Non, mais heureusement qu'il n'y a pas de formation de chaman, en fait, parce que là, il pourrait y avoir des dérives. Il faut voir un peu s'il y a de la transparence ou s'il peut y avoir des choses un peu cachées. Voilà. Il y a des gens qui sont tout à fait transparents, qui expliquent bien d'où ils viennent, leur vécu, par qui ils ont été initiés. Donc, quand c'est le cas, on peut avoir plus confiance que quand c'est un peu obscur et qu'on ne sait pas comment la personne est devenue chamane du jour au lendemain. Mais après, bien sûr, il peut y avoir aussi des dangers, tout simplement avec ces états modifiés de conscience dont on parlait. La transe, tout simplement la transe, c'est qu'il peut y avoir des stages et des expériences organisées avec des gens qui ne savent pas gérer la transe, qui peuvent même en avoir peur, et donc ça peut être traumatisant pour quelqu'un qui, dans un stage, part en transe un peu spontané pour la première fois et qui se retrouve avec des organisateurs qui ne savent pas gérer ça. Donc ça peut être ça le danger. Donc il peut y avoir ce danger-là, et après, bien sûr, il faut rester critique et vigilant. Restez vigilants, nous dit Laetitia Merli, car il peut y avoir des abus. La Mivilude, la mission interministérielle française de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, est parfois saisie de plaintes concernant ces pratiques. Une vigilance accrue, d'autant que les offres de stages en tout genre se sont multipliées ces dernières années, comme le fait remarquer Éric Marchal. Moi, ça fait 30 ans, je disais que je suis là-dedans. Nous avons pu fleurir autour du Covid des gens qui ont eu du temps pour lire, du temps pour eux, des situations professionnelles qui ont changé. Et autour de ce moment-là, ça avait déjà commencé, mais ça a été amplifié, une multiplication d'offres de gens qui ne sont pas tous très formés. Il y a des gens très bien, à nouveau comme partout. Mais on est passé en 30 ans de 30 personnes en France à 10 000 maintenant peut-être, qui sont plus ou moins praticiens, plus ou moins formés. Le haut de la pyramide, il y a toujours 30, 50, 100 personnes qui sont très investies, très formées. Et puis, plus on descend, moins il y a des gens formés. Et il y a eu un grand bouleversement aussi avec les réseaux sociaux, les nouveaux médias. Dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, on voit cette personne qui a, je ne sais plus, 18 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Peut-être qu'elle est très bien, je ne la connais pas, peut-être qu'elle est très bien. En tout cas, il n'y a plus de corrélation entre la compétence et la visibilité. On est rentré dans un monde comme dans d'autres systèmes, j'imagine, où il y a une visibilité des bons communicants. Certains chamans au fin fond des bois, auxquels je pense, sont très mauvais dans leur communication, et alors qu'ils auraient beaucoup plus à donner que certains qui sont très visibles sur TikTok ou autre chose. Parmi les pratiques de néo-chamanisme, nous avons entendu quelques exemples dans cette émission avec des rituels comme les huttes de sudation, des voyages au tambour dont le rythme hypnotise, mais aussi avec des offrandes, des morceaux de bois, des pierres posées sur un autel, l'utilisation de plantes comme la sauge que l'on brûle pour purifier. On emmène les personnes dans un voyage chamanique par la transe pour susciter des visions à la découverte de son animal totémique comme le loup, l'ours, le tigre ou l'aigle. Certains utilisent des substances psychotropes interdites en France, comme le peyote au Mexique, ou l'ayahuasca, une liane dont on tire un breuvage hallucinogène utilisé dans les sociétés amérindiennes d'Amazonie par des chamans guérisseurs des corps et des âmes. Au Gabon, c'est la racine de l'iboga qui est consommée dans des rites d'initiation bwiti. On parle depuis les années 60 de ce tourisme chamanique ou spirituel, des breuvages et des poudres que certains occidentaux consomment pour atteindre des états de conscience modifiés dans des quêtes de développement personnel, comme le rappelle Denise Lombardi. C'est un marché, comme tous les autres, donc on a une offre multiple. C'est pas parce qu'on fait un séminaire chamanique sans l'utilisation des psychotropes qu'après on ira sans doute
chercher de l'ayahuasca au Pérou, en Équateur, c'est pas vraiment toujours le cas. Souvent, c'est des gens qui font du tourisme spirituel. Peut-être c'est des gens aussi un peu plus jeunes par rapport au public qui suit des séminaires sans l'utilisation des psychotropes, qui ont un peu ces goûts de l'exotisme encore plus recherchés. Il y a aussi cette fascination indigène, c'est-à-dire d'aller chercher au fond de la forêt plutôt que la substance qui nous permettrait d'avoir des expériences, des visions, de comprendre des choses à l'intérieur de nous. C'est souvent un bout thérapeutique. C'est pas just for fun. Aussi parce que la prise d'ayahuasca, sur les moments de l'ingestion, ça cause des vomissements, c'est-à-dire c'est pas tout à fait une expérience sur les coups agréable des meilleurs. Mais on voit bien aussi qu'il y a une récupération, par exemple, je sais pas si on pense à la transe, même sans l'utilisation des substances psychotropes. Par exemple, la transe, c'est utilisé dans les CHU de Liège, en Belgique, comme technique, ensemble avec l'hypnose, par exemple, c'est-à-dire la transe chamanique, à laquelle on enlève les aspects spirituels, mais on garde des aspects techniques. À l'intérieur des hôpitaux, ils sont en train de faire des études là-dessus pour pouvoir l'intégrer, par exemple, dans les cas pour la gestion de la douleur. C'est-à-dire qu'on peut en effet avoir utilisé ces techniques et même, je pense, certaines de ces plantes, les effets qu'ils peuvent avoir dans un bout thérapeutique. L'engouement pour ces stages et les expériences néo-chamaniques, dont un week-end peut coûter entre 200 et 400 € en France, a favorisé le développement de ce tourisme chamanique au Mexique, au Pérou, au Gabon, des voyages qui coûtent d'ailleurs bien plus cher. Un effet de mode avec une exotisation des néo-chamans, une fascination des Amérindiens et des chamans qui n'est pas sans danger, rappelle Éric Marchal. Il plaide pourtant pour une dépénalisation de ces plantes psychédéliques comme l'ayahuasca ou le peyote. Avec cette mode, il y a beaucoup d'Occidentaux qui vont faire effectivement du tourisme. Le risque, à nouveau, c'est que il y a des gens là-bas qui sont aussi moins formés. Il y a 30 ans, il y avait beaucoup moins de monde qui allait là-bas. Il y avait des chamans très sérieux qui faisaient un vrai travail avec ces plantes. Maintenant, il y a une manne financière avec ce tourisme et des gens qui, là, ça devient un petit peu dangereux, qui vont prendre ces plantes là-bas avec des gens qui sont, comment on peut savoir, bien formés, pas bien formés, on ne le sait pas. Ce sont des multiplicateurs de conscience tellement puissants qu'il faut vraiment être merveilleusement accompagné. Et donc, nous militons en France pour un cadre d'abord décriminalisé, et pas seulement médicalisé. Parce que moi, je connais bien toutes ces plantes et pendant 30 ans, on nous riait au nez, c'était archaïque, c'était des drogues. Bien sûr, ce ne sont pas des drogues. Maintenant, toutes les sciences le reconnaissent, les hôpitaux, les universités se rendent compte qu'il y a un pouvoir thérapeutique énorme, qu'il n'y a aucune addiction physique, aucune addiction psychologique, et que pour la personne, c'est même souvent très bien pour beaucoup de thérapies. Donc, il ne s'agirait pas non plus que ça soit une mainmise par le monde médical uniquement pour la thérapie, c'est bien que ça existe, mais comme c'est aussi une ouverture spirituelle, les personnes qui accompagnent avec les plantes vers le spirituel, ça ne s'appelle pas un médecin, ça s'appelle un chaman. Et donc, ce n'est pas les mêmes formations. Donc, actuellement, en France et en Europe, il y a de gros changements puisque sont en train de s'ouvrir des essais cliniques, avec 10 ans de retard sur les États-Unis et la Suisse. En Suisse, c'est déjà utilisé. Mais voilà, maintenant, des essais cliniques commencent à avoir lieu aussi en France. Et ils sont pour l'instant chasse gardée des médecins qui n'étaient pas formés sur ces choses-là. Individuellement, je connais beaucoup de médecins très, très compétents. Mais voilà, mais c'est pas dans leur cours de médecine qu'ils ont appris ça. C'est par ailleurs, quoi. Et là, il y a peut-être quand même des chemins pour une décriminalisation et une pratique initiatique. Il n'y a pas besoin d'être malade, mourant, dépressif pour avoir accès. Ça serait dommage aux merveilles que peuvent présenter ces plantes. Ça serait très intéressant que tout un chacun qui le souhaite et qui a un minimum de structure psychologique fiable, stable, puisse être, en étant bien accompagné, initié par ces plantes. Avec les plantes, c'est très puissant, très beau. Et comme c'est puissant, il faut que ça soit bien encadré par des personnes qui connaissent parfaitement tout ça. Nous l'aurons compris, cet engouement pour les pratiques néo-chamaniques répond à une quête de sens dans les sociétés occidentales, une quête spirituelle mais très individualiste, conclut Denise Lombardi. Oui, parce qu'en effet, la quête spirituelle ne s'arrête pas. C'est-à-dire l'effet que la religion est moins présente dans les sociétés actuelles, dans l'Occident, ça ne signifie pas que les gens ne se posent pas des problèmes relatifs à leur spiritualité. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que c'est toujours une spiritualité liée à un bien-être psychologique et physique à la fois.
Donc, on voit bien que c'est plus une spiritualité, j'oserais dire, pour accéder à un au-delà avec tout l'imaginaire qu'on peut avoir de la religion, d'une vie après la mort ou un de ces discours-là. C'est pas ça du tout, c'est-à-dire c'est spiritualité et bien-être. Spiritualité pour aller bien ici, maintenant, hyper individualiste. Et on voit bien qu'il y a toujours un intérêt très centré sur soi-même et de plus en plus à niveau aussi politique, on voit bien que on essaye d'évacuer les problèmes sociétals des autres, c'est-à-dire ça ne nous intéresse pas les gens qui crèvent dans la rue à Paris. Bon, mais quand même, on fait la respiration, je sais pas quoi, et on purifie la chambre avec la sauge blanche. Après, on a quelqu'un en bas de la rue qui n'a pas un endroit où pouvoir être hébergé pendant la nuit. Et donc, c'est une spiritualité qui est très, très ancrée sur soi-même, qui élimine un peu la dimension collective de l'être humain, de l'être dans la société. Ça, c'est dommage. Mais c'est un peu ça. C'est un peu, encore une fois, c'est vraiment les fruits économiques du capitalisme. Hein. Une quête de sens individuelle, mais aussi collective, pondère Éric Marchal en conclusion, pour une société plus harmonieuse. La question du sens est essentielle à l'humain. Les religions lui ont répondu pendant longtemps. Un certain nombre de religions, pour chacune de leurs raisons, ne répondent plus tout à fait peut-être à cette chose-là, ou moins, ou différemment, ou pas à tout le monde. Et donc, ce besoin étant naturel, l'homme va essayer de combler des vides. Et des fois, il y aura des belles expériences et des bons chamans bien formés et bienveillants. Et puis, la mode aidant, comme dans plein d'autres choses, il risque d'avoir aussi du dévoiement. Plus c'est connu, plus il y a de dévoiement, plus il y a de monde. Voilà. Pour moi, le chamanisme répond à ce besoin, cette demande universelle, humaine, profondément humaine. Il peut y répondre bien, dans de bonnes conditions, il peut y répondre bien, parce que c'est un contact direct. Mais il peut aussi, dans cet effet de mode, être dangereux, soit pour les sociétés traditionnelles, soit pour les participants, soit, il peut être dévoyé et un peu dangereux. Dans son livre publié en 2023, Denise Lombardi posait cette question. Le néo-chamanisme, une religion qui monte ? Point d'interrogation. Elle a formulé sa réponse dans les sociétés occidentales. Il s'agit surtout donc de quête de nouvelles spiritualités pour un bien-être personnel, avec un besoin de se reconnecter aux éléments de la nature et du cosmos, une recherche de réponses, de sens, dans des sociétés fragmentées. C'est la fin de cette émission réalisée par Ludivine Amado, à retrouver en podcast sur l'appli RFI Pure Radio et les réseaux sociaux à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.